C'est ça probablement un effet rattrapage, mais pas seulement. En fait, c'est désormais les marchés misent sur un scénario quasi parfait, c'est-à-dire une désescalade pardon, rapide au Moyen-Orient, une Fed conciliante et un soft landing intact. Résultat, tout est tout semble parfait, alors que eh bien, le Mmh. pétrole, lui, les prix du pétrole nous expliquent une histoire totalement différente. Il ne baisse pas sous les 95 $, il flirte toujours avec les 100 $, synonyme en sous-jacent, en parallèle, en corrélation, eh bien, d'une inflation qui va coller, qui va persister, qui va même peut-être progresser. Effectivement, Louis-Antoine, le pétrole, caracole autour des 100 $ le baril. Effectivement, les espoirs de négociation ont permis un reflux de l'ordre de 10 à 15. Cela dit, la courbe que vous avez, sous les yeux, qui représente l'évolution du prix du baril, de pétrole, en fréquence journalière. Vous voyez, il y a une forme d'accélération depuis le début du conflit, et finalement, on n'est pas revenu sur, les points de départ, loin de là. Le point de départ étant, le range pour le pétrole, environ entre 50 et 60 $ le baril. C'est entre 50 et 60 $ le baril et que l'économie américaine, toutefois, le SP 500 avait marqué de nouveaux sommets en 2025, pardon, et effectivement, avec une économie assez vigoureuse, une inflation qui était encore acceptable à l'égard des vues de la Fed. Mais cela dit, maintenant, si l'on reste sur ces niveaux, là, on voit mal, comment, sur un tel prix, des prix de ce niveau-là, autour de 100 $, on voit pas comment, eh bien, finalement la machine, américaine ne se gripperait pas avec, tout ce qui relève des canaux de transmission, des prix du pétrole vers, l'économie, donc l'inflation. Ouais, très clair, effectivement. Et puis l'inflation, bah, ça y est, les mesures tombent une à une, les mesures de mars. L'inflation ne baisse pas. Et puis, enfin, l'inflation globale a augmenté aux États-Unis. L'inflation sous-jacente reste maîtrisée, a priori, reste encore maîtrisée, mais ça reste quand même inquiétant. La trajectoire n'est pas bonne. Non, effectivement, donc je vous montre un autre graphique, c'est l'évolution de l'inflation aux États-Unis, depuis à peu près maintenant, 1 an, hein, de mars 2025 à mars 2026. L'inflation qui est ressortie en mars 2026 est à 3,3. Bien évidemment, vos auditeurs savent que, ceux qui vous écoutent, pardon, savent très bien que la cible d'inflation de la Fed est de 2. Donc, non seulement on ne converge pas vers cette cible, bien au contraire, on s'en éloigne dans un contexte qui est celui de mars. Alors là, effectivement, je rajoute un élément, c'est-à-dire que là, on observe l'inflation ressortie pour mars, alors que le pétrole avait simplement commencé à progresser. Et on voit mal comment, avec un baril à 100 $, donc le 100 $ pardon par le baril, on voit pas, on voit mal comment l'inflation qui est actuellement à 3,3%, donc loin de la cible de la Fed, pourrait reconverger vers les 2%. Alors qu'elle marque justement un nouveau sommet que l'on n'avait pas vu depuis maintenant au moins 1 an en tous les cas. Oui, et c'est toute la tâche à laquelle se consacre Donald Trump à travers ses communiqués, puisqu'on a bien compris que ces communiqués, quand il est, enfin, que voilà, il y a la réalité des communiqués diplomatiques, la réalité du terrain. Hier, on apprenait que Israël et le Liban, comment dire, mettaient en place un cessez-le-feu. Il était en vigueur à minuit heure de Paris, à 2 heures du matin heure de Paris. Ils se lançaient des bombes les uns sur les autres. Côté Iran, évidemment, les Iraniens disent on est ouvert à la discussion, mais Donald Trump lui annonce ces discussions comme étant closes, comme étant la paix quasiment signée, mais en réalité rien n'est avancé. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Résultat, eh bien, les marchés aussi, on n'y croit pas, on y croit peu, et les banquiers centraux, on y croit peu, y croient peu également. Maintenant, ils l'ont dit tous très clairement cette semaine. Ils avanceront réunion par réunion, et certains économistes, certains opérateurs de marché anticipent déjà même le pire, c'est-à-dire aucune baisse de taux en 2026 du côté des États-Unis et deux baisses de taux du côté européen. Voilà, c'est le scénario de la stagflation tant redouté est très clairement là en fait en Mmh. réalité. Voilà. Et tout à fait, C'est Antoine. plus un scénario stagflationniste, c'est un environnement stagflationniste. Effectivement, vous pointez le doigt sur l'essentiel. C'est justement ce que je voulais dire aujourd'hui. Et justement, vous avez ici sous les yeux les
les anticipations d'inflation aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est qu'il y a un avant déjà Trump et un après Trump, hein. Trump qui prend les manettes du bureau Oval à partir de janvier 2025, et avant janvier 2025, finalement, l'inflation est assez, les anticipations, pardon, d'inflation sont assez contenues entre 3 et 3,5% en moyenne. Et depuis qu'il a pris les commandes donc de la Maison Blanche, eh bien les anticipations d'inflation, donc ce que la perception, la manière dont les agents économiques perçoivent l'inflation à venir, a subi un choc très important. D'abord avec les annonces relatives aux tarifs douaniers, et plus récemment, donc ici vous avez la donnée d'avril 2026, eh bien justement à l'égard du conflit au Moyen-Orient ce que l'on s'imagine justement par rapport au pétrole. La statistique justement des anticipations d'inflation à un an de l'Université du Michigan s'élève à 4,8% en avril 2026. Donc à nouveau, une nouvelle fois, très éloigné de ce que l'on attend à l'égard d'une cible d'inflation. Il y avait eu comment dire, une petite baisse jusqu'en janvier 2026. Vous voyez qu'il y a la statistique de janvier 2026. Et ensuite, à nouveau, un départ vers le haut à partir de février, mars, avril 2026. Donc voilà. Donc d'une part, l'inflation reste ancrée dans l'économie américaine, avec un prix du baril de pétrole qui caracole à 100 dollars. Les anticipations d'inflation ne tarissent pas. Et donc, bien que le SP500 est fortement remonté, notamment les valeurs technologiques, compte tenu d'une appétence retrouvée à l'égard des marchés boursiers, à un moment donné, nécessairement, ce qui est d'un point de vue macroéconomique, en tout cas, la variable d'inflation va être un vrai souci pour permettre, en tous les cas, au SP500 de progresser davantage. Exactement. Alors, on pourrait imaginer que ce soit un scénario, enfin un environnement qui se retrouve dans l'univers de taux des taux souverains américains. Bah, écoutez, c'est encore une fois une subtilité des marchés financiers, c'est-à-dire bah, le taux à 2 ans qui est censé refléter la situation à court terme. Donc, l'image que les investisseurs ont de l'économie américaine à court terme, eh bien, les taux à 2 ans refluent. Alors légèrement, mais quand même, ça veut dire que finalement, par la force des choses, euh, c'est un scénario qui semble accepté, en tout cas, ou en passe de Alors l'être. effectivement, oui, oui, alors là, effectivement, je vous montre les taux à 2 ans en fréquence journalière depuis à peu près, 1 an. En mars 2026, ils ont atteint un sommet, hein, suite à la tension que l'on observait au Proche-Orient, donc un sommet à 4%, donc pour le taux à 2 ans. Depuis, ils ont reflué de 22 points de base peu ou prou. Donc effectivement, il y a d'une part le SP500 qui s'est fortement repris, un petit peu de détente sur les taux à court terme, mais à nouveau, compte tenu de la situation, d'une part du pétrole et ensuite des canaux de transmission de l'inflation vers l'économie, on ne voit pas comment ces taux d'intérêt à court terme pourraient baisser significativement ou davantage. Ouais, exactement. Ouais, c'est assez logique, effectivement, ce que vous nous présentez. David, on va finir avec les projections de taux, justement. Alors, a priori, c'est ce que je disais, hein, le scénario du pire est désormais le scénario privilégié par les marchés financiers, c'est-à-dire pour les États-Unis, aucune baisse de taux en 2026. Effectivement, là, vous avez le graphique que vous avez sous les yeux, s'appelle FedWatch. C'est une appréciation de l'évolution ou de la trajectoire des taux à venir. Donc, ce que je vous ai montré ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est le dernier contrat, celui de Fed Funds, hein, d'ici la fin de l'année, donc le contrat de décembre. Et ce que l'on peut observer ici, c'est que les taux attendus s'élèvent à 3,50-75, donc aucune évolution particulière. Et ce que l'on peut observer également, vous savez, vous avez une petite barre, enfin vous avez un ensemble d'histogrammes là qui se situe à 3,50, 3,75, et celui qui précède celui qu'on observe aujourd'hui, en fait, n'a pas particulièrement évolué. Ça veut dire que d'une part, effectivement, je répète, hein, pour conclure un petit peu, le SP500 a monté, le pétrole, lui, n'a pas spécialement bougé, il a juste baissé de 15%, les taux d'intérêt à court terme ont sensiblement baissé de l'ordre de 22 points de base, mais en ce qui concerne les anticipations de baisse des taux aux États-Unis, donc de la Fed Funds, pardon, eh bien ceux-là n'ont pas bougé depuis maintenant 3 semaines. Donc la Fed, qu'est-ce que ça signifie? Ben, que la Fed veille au grain, et que bien que les marchés ont des attentes
et des envies particulières, en tout cas de progresser, poussées par le secteur de la tech, etc., etc. In fine, c'est la Fed qui risquera à un moment donné de sonner la fin de la récréation sur le SP500 à un moment donné, hein, évidemment. Voilà, rattrapé donc par les prix du pétrole et l'inflation et les anticipations d'inflation. Ouais, exactement. Alors, c'est vous l'analyste, hein, si je puis dire. J'aimerais, à mon écran, effectivement, lors de votre dernier passage, on avait les projections de baisse de taux anticipées par les marchés financiers. C'est une chose assez rare, si on peut regarder, sur 12, au cours des 12 prochaines réunions, eh bien, ils sont attendus en statu quo, donc sans baisse, aucune hausse. Donc ça, c'est quand même significatif. Vous vous dites que la Fed, on l'entend, que la Fed pourrait réagir, enfin, que la Fed va agir, mais on a l'impression que la Fed est plutôt en réaction, sera en réaction. Donc le risque en fait, en vrai, c'est qu'elle réagisse trop tard. On est déjà dans un scénario où être en réaction face à quelque chose qu'on ne comprend pas, inévitablement, il y a une chance sur deux qu'on prenne la mauvaise décision. Alors, bon, déjà, difficile, de discuter je veux dire, de dire si c'est une bonne ou mauvaise décision, à la place du gouverneur de la banque centrale américaine, qui lui dispose d'un maximum d'informations et de toute la culture nécessaire, la culture, le savoir-faire et la méthode nécessaire pour, driver les taux d'intérêt. Donc je ne vais pas dire que c'est bien ou mal, certainement pas. Ce que je peux vous dire en général, de manière générale, c'est il y a un grand écart, en fait, à réaliser pour le gouverneur de la Fed. D'une part, une économie dont on va voir si elle va rester plus ou moins robuste. Pour l'instant, il y a des signaux de faiblesse avec une inflation bientôt galopante, hein, si l'on peut dire. Donc, c'est le scénario, je dirais le pire scénario à gérer pour une banque centrale. En tout cas, ce que l'on observe, c'est qu'il y a 4 semaines, donc sur la graphique que je vous ai présenté précédemment, il y avait encore un espoir de baisse des taux d'ici à la fin de l'année. En revanche, depuis les 3 dernières semaines, il n'y a plus, compte tenu des anticipations de marché, d'espoir de baisse des taux aux États-Unis, d'ici la fin de l'année. Voilà ce que l'on observe aujourd'hui sur ces graphiques qui témoignent bien justement des perceptions des investisseurs à l'égard des taux Fed Funds. Écoutez, merci beaucoup David. Dernière petite information qui a quand même son importance. Je rappelle que le mandat de Jérôme Powell à la tête de la Fed se finit court jusqu'au 15 mai. Quid de la suite? Son successeur nommé, Kevin Warsh, pressenti en tout cas. Kevin Warsh n'a toujours pas passé son audition devant le Sénat, bloqué par un républicain justement. C'est quand même particulier et assez intéressant pour le dire. Résultat, eh bien, il y a encore une inconnue de ce côté-là. On va suivre tout ça évidemment avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président CEO d'iWave Capital, avec nous régulièrement le vendredi pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés et voilà, et pour que chacun puisse s'en faire un avis, une opinion. Merci beaucoup, David. À très bientôt. De Merci. notre côté, on va ouvrir dans un instant notre page géopolitique avec notre invité, Lotfi Hamzi, professeur à Noma Business School, docteur en relations internationales, avec lequel on va revenir sur ce qu'il se passe réellement dans le détroit d'Ormuz et dans cette guerre d'Ormuz et dans quelle mesure cela nous impacte-t-il vraiment. À tout de suite sur TF1.